6h45 sur Europe 1, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Valentine Desjeunes pour les régions, John Philip Ballas pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Hi. Honneur aux vainqueurs ce matin avec ce tonitruant. Tout est permis en une de l'équipe. Hommage à cette belle équipe de Monaco qualifiée donc pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Avec mention très bien, précise le journal, dans un contexte apaisé et un stade rempli de joie. En demi avec panache, titre aujourd'hui en France. Tout est permis avec Monaco, tout est possible avec la présidentielle. En une du Figaro, François Fillon y croit. Je serai au second tour, dit-il. François Fillon que vous ne lirez pas dans Le Monde. Le journal qui nous raconte avoir demandé un entretien de politique générale comme pour les principaux candidats avec François Fillon. Son entourage a d'abord dit oui il y a plusieurs semaines avant de poser comme condition de ne pas avoir à répondre à des questions sur les affaires. Nous avons refusé car il nous semble évident que les hommes politiques n'ont pas à décider des questions qui leur sont posées, regrette le directeur de la rédaction Luc Bronner. L'humanité ne s'embarrasse pas de ce genre de considérations et s'enthousiasme sans réserve en une de ce qui changerait dans votre vie dès la première année avec Mélenchon à l'Élysée carrément. Jean-Luc Mélenchon que vous retrouverez aux côtés de Marine Le Pen en une de Libération puisque ces deux-là mènent l'un contre l'autre la bataille du vote ouvrier avec un avantage très net, nous dit Libé, pour la candidate frontiste. Ce qui est sûr, c'est que les candidats continuent à faire la tournée des popotes. Tiens, et à ce propos, CNews nous raconte d'où vient cette curieuse expression, la tournée des popotes. Ah oui. Figurez-vous que ça date du 19e siècle et à l'époque, la popote désignait le lieu où les soldats d'un même corps se réunissaient pour prendre leur repas. C'était donc un endroit stratégique pour prendre le moral des troupes et il arrivait que les gradés se rendent dans plusieurs popotes successivement, nous raconte Le Gratuit, tradition reprise par le général de Gaulle dans les années 60. Et puis signalons le dossier bien fait, complet et original de l'Express sur la vraie vie des candidats. L'Express qui a enquêté sur le manoir de Fillon, le Touquet de Macron, le Montretout de Le Pen, la Venise de Mélenchon, mais aussi sur leur style, leur hobby et même leur cantine. Alors petit quiz, à votre avis, qui est quinoa addict ? C'est Mélenchon. Ça, c'était facile pour vous chauffer. Qui fait le grand écart entre la simple planche de charcuterie fromage et la soupe d'artichaut à la truffe ? Emmanuel Macron. Le grand écart, c'est Macron. Qui est andouillette et rognon de veau à la moutarde, plus dessert ? Marine. Non, François Fillon. Et qui est... Attention, il y a peut-être un piège, qu'il y a plusieurs femmes candidates. Qui est la reine du sandwich au triangle ? Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud ? Marine Le Pen. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Ça marche trop bien. Avec vous, Valentine Desjeunes, s'il vous plaît. Oui, et la Corrèze qui va redevenir un département normal. C'est à la une du Populaire du Centre. Le département était déjà particulièrement à l'honneur sous Jacques Chirac et il va redescendre de son piédestal présidentiel avec la fin du quinquennat de François Hollande. Tenue correcte exigée au collège à la une du Télégramme alors que le débat sur l'uniforme revient régulièrement. La question du jogging divise. Certains établissements tentent à le proscrire en dehors des heures de sport. Certes pratique et confortable, peut-il pour autant être porté comme n'importe quel autre pantalon ? La question en tout cas divise les responsables de collège. Et puis des maths à la une du bien public, mais un très gros problème de maths qui date de 1859 et un Dijonnais pense l'avoir résolu. Ça s'appelle l'hypothèse de Riemann, l'un des problèmes mathématiques les plus difficiles au monde. Cela fait plus de 10 ans que ce mathématicien Mohamed Zguiar planche dessus et le jeu en vaut la chandelle. Si cette découverte était validée, il empocherait la modique somme d'$1 million. Ah quand même. Ah oui, ça vaut le coup. Qui lui donne $1 million pour une découverte ? Je sais pas, mais il a copié sur moi. Il a tout pompé sur ma feuille. L'histoire du jour, Valentine, c'est une autre façon de voter. Ça se passe à Strasbourg et c'est intéressant. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une expérience dont nous fait part l'Est républicain. Ça se passera dimanche dans certains bureaux de vote. Alors, comment ça va se passer ? Après avoir officiellement mis leur bulletin dans l'urne, 2500 Strasbourgeois sont invités à se livrer à une nouvelle manière de voter. Il s'agit d'un vote par notation. C'est-à-dire que les électeurs vont devoir mettre une note à chacun des candidats, comme un professeur avec ses élèves. Alors, je vous mets 8, je vous mets 12, exactement, je vous mets 16, on peut être sévère avec un ou plusieurs candidats, en noter d'autres à égalité et donner aussi un avantage à plusieurs candidats en les notant. C'est une bien. bonne idée, ça, dis donc. Pourquoi pas ? Et celui qui l'emporterait, évidemment, c'est celui qui obtiendrait la meilleure moyenne de ses résultats. Voilà, qui relativiserait en tout cas quelque peu l'idée du vote utile. Sachez qu'en 2007, si cette méthode avait été mise en place, c'est François Bayrou qui l'aurait emporté. En revanche, en 2012, nous dit l'Est républicain, c'est bien François Hollande qui aurait gagné sa place pour l'Élysée. Expérience intéressante. N'oubliez pas que dimanche, vous ne pouvez pas mettre un tiers d'un tel, un huitième de celui-là, ça ne marchera pas. C'est juste une expérience à Strasbourg que nous raconte
avec l'Est républicain. On part au Japon avec vous, Jean-Philippe Ballas. Le Japon qui tente d'améliorer les conditions de vie au travail. Oui, qui tente, vous faites bien de le préciser. Il s'agit ici de lutter contre un phénomène qui fait froid dans le dos. On en parle régulièrement. Le karoshi, qu'on pourrait traduire par se tuer littéralement au travail, la mort par épuisement, par dépression. On a des centaines de décès tous les ans à Tokyo et ailleurs. Et pour faire en sorte que les employés ne passent plus leurs jours et leurs nuits enchaînés à leur bureau, eh bien le gouvernement compte bientôt plafonner le nombre d'heures supplémentaires. Seulement, le chiffre donné par la presse nippone n'a rien de vraiment rassurant. Un plafond de 100 heures supplémentaires par mois. Pour vous donner un élément de comparaison, en France, le plafond est de 220 heures par an. Au Japon, je répète donc, 100 heures par mois. C'est plutôt préoccupant dans un pays où la durée légale du travail est de 40 heures par semaine, avec un plafond des heures sup qui explose régulièrement au gré des accords d'entreprise. C'est un vrai problème de santé publique, mais pour celles et ceux qui combattent cette souffrance, cette mort au travail, eh bien ce geste du gouvernement, c'est plutôt un pas en arrière qu'une réelle avancée, parce que 100 heures supplémentaires par mois, finalement, c'est une façon d'acter des pratiques d'un autre temps qui détruisent des vies, des familles. C'est ce que disent les associations japonaises qui font part aujourd'hui de leur tristesse. On part de loin, malgré tout, dans ce pays. Un dernier exemple que j'ai trouvé dans le Japan Times, il est notamment question de fixer un nombre d'heures de repos minimum entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante. En Europe, il faut au moins 11 heures de repos. Au Japon, il n'y a pas de règle du tout. On peut enchaîner d'une journée à l'autre. C'est comme Jean-Philippe Ballas qui, en 12 heures, a dû apprendre à parler japonais. Il a fait une journée continue depuis hier. Mais quand vous prenez le métro au Japon, tous les gens dorment dans le métro. Ouais. C'est leur moment de repos, quoi. C'est terrible. En plus, ils vivent loin de leur lieu de travail, plus souvent. Ce moment à 6h51, on apprend que Julie a déjà pris le métro à Tokyo. Exactement. On va pas regarder la télé, on va regarder une web-série ce soir, Eva Rock. Ça s'appelle Coco Watt, c'est ça ? Exactement. Comédie, c'est quoi ? C'est où ? Je comprends rien. Alors, ça se voit Coco quand et où ? Watt, vous le regardez sur la chaîne YouTube. Il y a une chaîne qui est dédiée à ce programme court. Donc on va sur YouTube et on tape Coco Watt. Exactement. Et vous pouvez aussi le voir sur Comédie Plus, la chaîne, si vous l'avez. C'est tous les soirs à 20h45. Et je vais vous expliquer pourquoi. Coco Watt, en fait, c'est... du burn-out, non, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Coco Watt, c'est pour covoiturage. C'est un programme court de 2 minutes. Ils ont su humer l'air du temps et s'emparer, en fait, de l'évolution de nos comportements. Alors, il faut imaginer un plan fixe dans une voiture et des gens qui se rencontrent pour la première fois. C'est quand même sympa le covoiturage, hein. Ah, c'est clair, c'est trop cool. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa les trucs cool comme ça. Ouais, c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est super. Enfin, quand ça se passe bien. Il y a du dialogue, hein. Non, mais vous allez voir. C'est cool, c'est super. Mais évidemment, et c'est l'intérêt de la série, ça se passe pas toujours bien en covoiturage. Si vous l'avez pratiqué, vous le savez, il y a le huis clos de l'habitacle, les silences un peu pesants, les conversations qui tournent en rond, et vous savez, ce passager qui est jamais sympa. Chut. On n'a rien dit. Ouais, mais j'ai senti que vous alliez poser une question. Et alors, le garçon va vite s'énerver face au conducteur et à un autre passager qui est totalement médusé. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. On va chercher un petit sujet de conversation bien conventionnel, un bon petit truc bien politiquement correct, surtout pour pas s'embrouiller pendant tout le trajet, et ça va servir à rien. Voilà. On peut parler cinéma, par exemple. Oui, T'as vu Interstellar ? Ouais, j'ai vu C'est bien Interstellar. Ah ouais, c'est un c'est film pas qui fait vachement réfléchir sur le temps qui passe. Hein. Ce soir, tu vas faire quoi ? Tu vas rentrer, tu vas voir ta petite meuf avec son gros cul là, tu vas lui dire « Ah, j'étais en covoiturage, on a discuté sur Interstellar avec un mec, c'était trop bien. On est d'accord que c'est un film qui fait réfléchir sur le temps qui passe ?» Voilà, ça pourrait vous vacciner contre le covoiturage. En fait, Coco Watt, c'est une équipe de jeunes gens qui a lancé cette série sur le web jusqu'au moment où la chaîne Comédie Plus a repéré la fiction et a décidé de la diffuser tous les soirs. Et si je vous en parle, c'est parce que ces web-séries, c'est là que ça se passe. C'est la prime à la bonne idée, celle qu'on peut vite mettre en application parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre 150 000 validations de la direction de la chaîne. Puis covoiturage, ça rappelle aussi quelques souvenirs de voyage en voiture. Vous savez, quand pour rompre l'ennui, on essayait de s'amuser à trouver des personnages. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait croire qu'il est journaliste ? Ouais. Yann Barthès. Non. Superman. Costa. Ah putain ! Voilà, ça s'appelle Coco Watt et c'est à voir soit sur Comédie Plus si vous l'avez tous les soirs, soit sur la chaîne YouTube. Moi, avec mon frère en voiture, on comptait les Renault et les Peugeot. Oui. Voilà. Moi, je jouais aux immatriculations. C'est pour ça que je connais tous les départements. Et leur... On devrait faire une série avec Julie. C'était déjà les vannes d'immatriculation à l'époque ? Quoi ? Allez, merci les kiosquiers.